Chapitre 24. Au milieu de tout ce que nous venons de raconter, ma mère avait fait 2 nouvelles pertes non moins douloureuses pour elle que la première. Elle avait perdu son père et sa mère. Je me rappelle à peine ma grand-mère labourée. Je ne me souviens d'aucun détail relatif ni à sa vie ni à sa mort. C'était une digne femme qui, ayant bien vécu, dut bien mourir. Il en fut autrement de mon grand-père, mort en 1808 d'une affection du foie. Je me le rappelle parfaitement, avec sa pipe à la bouche et sa démarche grave, habitude qu'il avait contractée du temps que, comme le père de mademoiselle de la Vallière, il était maître d'hôtel. C'était un grand joueur de domino qui passait pour très fort à ce jeu et qui allait tous les soirs faire sa partie dans un café où j'ai passé une bonne portion de mon enfance. Ce café était tenu, je m'en souviens, par 2 personnes de sexes différents qui m'aimaient beaucoup. L'une s'appelait mademoiselle Waffard et l'autre monsieur Camberlin. Comme mon grand-père y passait toutes ses soirées, j'allais quelquefois l'y rejoindre, et là je regardais jouer au billard, jeu pour lequel je me sentais au fond du cœur la plus grande vocation. Malheureusement, le billard, soit pendant la journée, soit le soir, entraînait des frais tout à fait au-dessus de mes moyens, de sorte que force était à moi de regarder jouer les autres et de compter les points, mais voilà tout. Chaque soir, à 10 heures, on entendait gratter à la porte. C'était la chienne de mon grand-père qui venait le chercher. La gueule vide, les nuits où il y avait de la lune, la gueule ornée d'un bâton portant une lanterne à chaque bout, les nuits où il n'y en avait pas. On l'appelait charmante, et elle était charmante d'intelligence en réalité. Elle avait, lors de sa mort, fait ce métier pendant 8 ou 10 ans, et il ne lui était jamais arrivé d'être venu gratter à la porte 10 minutes avant l'heure ou 10 minutes après, d'avoir pris le chemin le plus long au lieu de prendre le chemin le plus court, ou d'avoir cassé une seule de ses lanternes. Un jour, mon grand-père se plaignit de violentes douleurs aux côtés, garda la chambre, puis s'alita. Enfin, un soir, on m'emporta de la maison, comme on avait fait pour mon père. On me conduisit chez un de nos voisins, nommé Lepage, qui était vitrier. J'y passai la nuit. Le lendemain, mon grand-père était mort. Ma mère héritait de ces fameux 30 arpents de terre dont j'ai déjà parlé, de cette maison dont on payait la rente viagère. Seulement, c'était de la rente à servir qu'elle héritait, et non de la maison. Si ma pauvre mère n'avait pas toujours gardé cette double espérance d'obtenir une pension et de se faire payer les 28 500 francs d'arriérés dus à mon père, voici sans doute ce qu'elle l'eût fait. Elle eût vendu les 30 arpents de terre, 30 ou 35 000 francs, le prix qu'ils valaient. Elle eût cédé ses droits à la maison de M. Harlay pour 5 ou 6 000 francs, et avec ces 4 000 francs, elle se fût fait 2 000 livres de rente, avec lesquels, grâce à son économie, nous eussions parfaitement vécu. Tandis qu'au contraire, toujours dans l'espoir de rembourser avec ce malheureux arriéré, elle commença à emprunter sur les terres en les hypothéquant. Du revenu de ces terres, il était impossible d'exister, à peine rapporta-t-elle du 2 du 100. Je ne sais si c'est avant ou après la mort de mon grand-père que nous déménageâmes. Je crois cependant que c'était auparavant. Nous demeurâmes alors rue de l'Ormée. Je m'étais approché de la maison où j'étais né. Peu de temps après, nous perdîmes dans cette maison la cousine que j'appelais maman Zine. La mort frappait, comme on voit, à coups redoublés sur la famille. En 4 ans, 4 personnes s'étaient couchées pour l'éternité, l'une près de l'autre, dans ce petit cimetière dont j'ai déjà parlé. Mais, à part la mort de mon père, aucune de ces morts ne produisit sur moi une impression réelle. Tout cela se traduisait par une promenade quotidienne au cimetière. Un tertre de plus s'ajoutait aux autres tertres que ma mère appelait son jardin. Un nouveau cyprès était planté près des anciens cyprès, de nouvelles roses fleurissaient près des anciennes roses. Ma mère versait quelques larmes de plus et tout était dit. Nos tombes à nous étaient près de la tombe de Demoustier. Son épitaphe était la première inscription tumulaire que j'ai vue. Elle avait été composée par Le Gouvet. La voici.
Sous cette pierre repose du sommeil du juste Charles Albert de Moustier, membre associé de l'Institut national, né à Villers-Cotterêts le 13 mars 1760 et dont l'âme paisible retourna au sein de l'immortalité le 2 Ventose an 9 de la République, 2 mars 1801. En ces mots, l'amitié consacra son histoire, il montra les talents aux vertus réunies, son esprit lui donna la gloire, et sa belle âme des amis. Repose en paix, ombre chérie. En effet, si une ombre doit reposer en paix, c'est bien celle de ce bon et spirituel de Moustier, dont tout Villers-Cotterêts vénérait la mémoire. Ma mère me disait souvent que jamais homme plus doux, plus sympathique, plus charmant n'avait existé. Il voyait, à 41 ans, juste l'âge où mon père était mort, venir la fin de toutes choses avec cette douce et pieuse tranquillité des bonnes natures. La veille de sa mort, ma mère était près de son lit et, sans en avoir, essayait de lui donner des espérances. Il lui souriait doucement et regardait un rayon de ce beau soleil de printemps qui n'est pas encore le soleil véritable, mais un premier sourire de la nature. De Moustier mit la main sur sa main et la regardant. « Chère Madame Dumas, lui dit-il, il ne faut pas se faire d'illusions. Le bouillon ne passe plus, le lait ne passe plus, l'eau ne passe plus. Il faut bien que je passe. » Le lendemain, il était mort, le sourire sur les lèvres. Hélas, une pierre pareille à celle que couvrait le tombeau de Moustier, c'était l'ambition de ma mère, mais elle n'était pas assez riche pour consacrer aux dépens des vivants cette prodigalité aux morts. Je présume que c'est de ces promenades accomplies avec ma mère au cimetière de Villers-Cotterêts qu'est née ma prédilection pour les cimetières, mais pour les cimetières de village, bien entendu. Rien ne m'impressionne encore autant aujourd'hui. Touchant aux églises, avec leurs maigres saules pleureurs, leurs pierres à moitié brisées et leurs croix peintes en noir, avec une simple inscription blanche disant le nom et l'âge du trépassé. Hélas, si je retournais maintenant dans le nôtre, outre la tombe de ma mère, combien de tombes amies y retrouverais-je? Presque tous ceux que j'ai connus dans mon enfance sont là, et comme le Christ au commencement de la Rome chrétienne, je puis dire, j'ai plus d'amis dessous que dessus. Que ceux qui se donnent la peine d'étudier les plus petites choses étudient les différentes localités où s'est passée mon enfance. Les fossés, Antilly, la chambre restreinte de l'hôtel de l'Épée, les ruines du château de Villers-Cotterêts, la maison et le jardin de ville, monsieur de Violaine, le cloître de Saint-Rémy, le château de Villers-Élon, le grand parc de François Ier, de Henri II et de Henri IV, et le petit cimetière du Pleu. C'est ainsi qu'on appelle l'endroit où est situé le cimetière de Villers-Cotterêts. Et ils se rendront compte de toutes les différentes nuances de mes productions en allant plus loin des variations de mon caractère. À tout cela, j'ai dû un grand respect pour toutes les choses saintes, une grande foi dans la providence, un grand amour en Dieu. Jamais, dans le cours d'une vie déjà assez longue, je n'ai eu, aux heures les plus douloureuses de cette vie, ni une minute de doute, ni un instant de désespoir. Je n'oserais pas dire que je suis sûr de l'immortalité de mon âme, mais je dirais que je l'espère. Seulement, je crois que la mort, c'est l'oubli du passé sans être la renonciation à l'avenir. Si l'on arrivait à donner la mémoire aux âmes, on aurait résolu le grand mystère dont Dieu garde le mot. Les âmes alors se souviendraient et l'immortalité serait révélée. En somme, au milieu de ces promenades, au milieu de ces jeux, au milieu de ce commencement d'éducation, je grandissais. Je jouais sur mon violon la marche des Samnites et l'ouverture de l'Odoïska, et Hiro, son bonnet noir rabattu sur les deux oreilles, déclarait à ma mère qu'il avait trop de conscience pour lui voler plus longtemps les 10 francs par mois qu'elle lui donnait pour faire de moi un musicien. Je renonçais d'autant plus facilement à ces leçons que j'eusse interrompu depuis longtemps déjà, si ma sympathie pour Hiro ne l'avait pas emporté sur mon horreur pour le solfège. Je renonçais, dis-je, d'autant plus facilement à ces leçons que j'avais commencé de prendre des leçons bien autrement attrayantes pour moi. Je prenais des leçons d'armes.
De ce beau château, ancienne maison de plaisance des ducs d'Orléans, la République avait fait une caserne et l'Empire un dépôt de mendicité. J'avais découvert dans ce dépôt un ancien maître d'armes. Seulement il avait une avarie. Donnant des leçons sans masque, le fleuret d'un de ses élèves avait pénétré dans la bouche et lui avait déchiré la luette. Cet accident, qui, en le rendant presque muet, ou plutôt en lui créant un baragouin à peu près inintelligible, avait rendu chez lui la démonstration presque impossible, cet accident, disons-nous, joint à un grand amour de la bouteille, avait conduit notre ancien Saint-Georges à la demeure royale de François Ier, devenue une succursale du dépôt de mendicité de la Seine. Cet homme s'appelait le père Mounier, et j'en demande bien pardon à Grisier, son continuateur, c'est lui qui, à l'âge de 10 ans, me donna les premières leçons d'armes. Car j'avais 10 ans à peu près quand je commençai à manifester ce peu de goût pour la musique et ce grand enthousiasme pour les exercices du corps. Au milieu de tout cela, et tout en rêvant de sabres, épées, pistolets et fusils, j'étais demeuré fort poltron à un seul endroit. Comme la nature, j'avais horreur du vide. Aussitôt que je me sentais suspendu à une certaine distance de la terre, j'étais comme hanté. La tête me tournait et je perdais toutes mes forces. Je n'osais descendre seul un escalier dont les marches étaient un peu roides, et je n'eusse jamais osé, comme mes camarades, aller dénicher un nid à la cime d'un arbre. Cette couardise me valait toutes sortes de berneries de la part de mes cousines de Violaine, de leur frère Félix et de ma sœur aînée. On s'amusait à me conduire, sous prétexte de jouer à cache-cache ou à tout autre jeu, dans des greniers dont la porte une fois fermée, on ne pouvait plus sortir qu'à l'aide d'une échelle. Alors j'employais à la grande jubilation des autres enfants toutes les supplications pour obtenir qu'on me rouvrît la porte. Puis, comme on se gardait bien de se rendre à mes prières, je me décidai enfin à descendre par l'échelle, descente que j'exécutais le plus gauchement du monde à la vue de la société. Un jour, je faillis être tué pour être resté en bas, tandis que les autres étaient montés en haut. Toute la société enfantine avait entrepris l'ascension d'une meule de paille au pied de laquelle j'étais resté. Ma cousine Cécile, vrai garçon pour les habitudes, et qui, pareil à la princesse palatine, semblait convaincue qu'elle changerait de sexe à force de sauter et de bondir, ma cousine Cécile était arrivée la première au fait, lorsque, se penchant pour me regarder et se moquer de moi, le pied lui manqua. Elle roula sur la déclivité de la meule, me tomba à califourchon sur les épaules et faillit me rompre le cou. Une preuve de sang-froid que je donnais au milieu d'un grand danger me réhabilita pourtant dans l'esprit de mes jeunes amis et amies. C'était le jour des rois. On avait dîné chez monsieur de Violaine. La royauté de la Fève m'était échue, et après le dîner, je m'étais empressé de transporter le siège de mon empire dans le jardin. En lançant un bâtiment de papier sur le bassin qui faisait le centre de la pelouse, je me penchai un peu trop en avant, je perdis mon centre de gravité, la tête emporta le derrière, et je fis dans un bassin de 4 pieds de profondeur et dans une eau glacée un plongeon des plus complets, et à ce qu'il paraît des plus effrayants pour la société, qui se mit à battre l'air avec les bras et à crier à tue-tête « À l'aide, au secours, Dumas se noie !» Heureusement, je ne perdis pas la tête, je m'accrochai aux herbes qui pendaient de la pelouse dans le bassin, et grâce à cet appui, je reparus à la surface de l'eau, ruisselant comme le fleuve Scamandre, de sorte que Victor n'eut besoin que de me donner la main pour me rendre à mon élément et à mon terrain naturel. Alors, avec mon air grave et doctoral, me tournant vers la troupe effarée, « Imbécile, leur dis-je, ce n'était pas Dumas se noie qu'il fallait crier, c'était le roi boit. » On trouva le mot charmant. Comme c'était le premier que j'ai fait, et que je l'ai fait à l'âge de 7 ans, je demande pour lui l'indulgence du public. Ce qui n'empêcha pas ma cousine Cécile de dire, en exécutant ses tours de force ordinaires, que je n'étais et ne serais jamais bon qu'à faire un séminariste. On verra bientôt combien peu s'en fallut que la prédiction ne se réalisât.
Les grandes terreurs de ma vie s'élèvent à 5, je crois, et fort heureusement remontent toutes à ma première jeunesse. J'ai dit les 3 premières, le serpent d'Amiens, 1, les 2 couleuvres de Saint-Rémy, 2, Madame de Genlis, 3. Passons à la 4e. Je jouais aux billes à la porte d'un marchand épicier nommé Lebègue, qui, pendant ce temps-là, étendait et grattait du chocolat sur un marbre avec un de ces longs couteaux pliants qu'on appelle, je crois, spatules. Je me pris de dispute avec mon partenaire. Nous nous gourmâmes. Notez bien que, devant les coups de poing, je n'étais jamais poltron. Il était plus fort que moi. Il me repoussa violemment, et je m'en allai tomber à reculons, le derrière dans un tonneau de miel. Je prévis à l'instant même l'événement et ses conséquences. Je jetai un cri, l'épicier se retourna, et lui aussi vit ce qui arrivait. Ce qui arrivait, c'est, comme je l'ai dit, que je m'en étais allé tomber le derrière dans le miel. Je me relevai comme si un ressort m'eût remis sur mes jambes, et cela malgré la résistance qu'opposait à ce mouvement la substance à laquelle j'adhérais. Et puis, incontinent, je me mis à fuir. La rapidité que je déployais dans cette prudente résolution venait de ce que j'avais vu l'épicier s'élancer d'un mouvement presque simultané, son couteau à la main. Je dirigeais naturellement ma course du côté de la maison, mais la maison, située au milieu de la rue de l'Ormet, était assez loin de la place sur laquelle l'événement était arrivé. Je courais bien, seulement l'épicier avait des jambes doubles des miennes. J'étais poussé par la terreur, mais lui était mu par la cupidité. Je me retournai tout en courant, et je voyais le terrible industriel, l'œil ardent, les lèvres entr'ouvertes, le sourcil foncé et le couteau à la main, gagnant à chaque instant sur moi. Enfin, en nage, haletant, sans voix, près d'expirer, je me laissai aller sur le pavé, à 10 pas de la porte, convaincu que c'en était fait de moi, et que Lebègue s'était mis à ma poursuite dans l'intention bien positive de m'égorger. Il n'en était rien. Après une lutte dans laquelle j'épuisai le reste de mes forces, il me coucha le ventre sur son genou, gratta le fond de la culotte avec sa spatule, me remit sur mes jambes, et s'en retourna, parfaitement satisfait d'être rentré dans sa marchandise. Malgré cette longanimité, je fus plus d'1 an à prendre l'autre côté de la rue quand je passai devant le magasin d'épicerie de maître Lebègue.